Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire à l'attention des actionnaires et investisseurs de Mon Courtier Énergie Group. Je suis accompagnée de Charlie Evrard, président du conseil d'administration, et Hugo Laric, directeur général. Tous les deux vont à présent vous présenter les résultats semestriels 2025, le chiffre d'affaires du troisième trimestre, les dernières actualités et les perspectives du groupe. À l'issue de cette présentation, le management se tiendra à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, merci de poser vos questions par écrit dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et je passe à présent la parole à Charlie et Hugo. Messieurs, c'est à vous. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Du coup, pour commencer, on va laisser le nouveau participant s'introduire. Donc, moi, je suis Charlie Evrard, donc je suis président du conseil d'administration. Et en effet, depuis septembre, on a eu l'honneur d'accueillir Hugo comme directeur général qui va se présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc, Hugo Laric, effectivement, j'ai rejoint l'entreprise au 1er septembre. Et auparavant, j'ai occupé plusieurs fonctions au sein de Cdiscount, donc le groupe français, pendant 9 ans et dans une vie antérieure, 6 ans à Londres, au sein de différentes organisations dans des postes de revenu management, de pricing et de gestion de projet. Et donc, ravi d'être là pour ma première présentation des résultats. Du coup, l'objet de la réunion, c'est principalement donc, la publication des résultats du premier semestre, avec le communiqué de presse notamment qui est arrivé ce matin. Donc, on a connu un premier semestre qui marque un retour aux fondamentaux du groupe, notamment la croissance rentable, qui était le profil de Mon Courtier Énergie Group depuis l'IPO et même avant. Si on s'intéresse aux chiffres d'affaires semestriels, donc c'est bien le premier semestre de 2025, on a connu une croissance assez importante du chiffre d'affaires de 22%, une croissance qui est donc accélérée par rapport à ce qu'on avait pu connaître entre 2023 et 2024. Donc un chiffre d'affaires de 14,5 millions d'euros sur ce premier semestre, qui est principalement porté par le courtage, qui est notre activité historique, notamment en France, mais également par le développement de l'activité à l'international. Donc on est présent avec 2 filiales, une en Belgique et une en Espagne. On reviendra sur ces points juste après. Et donc, en parallèle de cette croissance du chiffre d'affaires, nous avons également connu une nette amélioration de la rentabilité, donc avec un résultat d'exploitation sur le premier semestre à environ 1,5 million d'euros. Donc, on est sur des niveaux qui sont nos niveaux cibles qu'on avait communiqués, puisque dans notre dernière publication, on visait en 2028 un chiffre d'affaires de 40 millions pour 4 millions de résultats d'exploitation, donc une rentabilité à hauteur de 10%, ce qui est le cas sur le premier semestre. C'est surtout une nette amélioration par rapport à 2024. Le premier semestre, mais d'une manière générale, l'activité sur 2024. Donc, on est assez content de cette évolution, forcément. On va essayer de vous expliquer un peu pourquoi et qu'est-ce qui a conduit à cette nette amélioration de la rentabilité, sachant que on a une activité également où entre le résultat d'exploitation et le résultat net, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, 1,5 million de résultats d'exploitation, ça équivalent à peu près à 1 million de résultats nets sur le premier semestre pour le groupe. Donc, si on s'intéresse du coup à l'évolution du chiffre d'affaires, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est principalement porté par le courtage, où on est passé de 10,6 millions à 13 millions, donc une croissance de 23%, avec notamment un travail qui était très important sur 2 aspects. Une segmentation, on va y revenir juste après, mais avec l'objectif de pouvoir aller chercher des clients avec une valeur ajoutée un peu plus importante que sur le S1 2024, et vous allez voir, ça a apporté ses fruits déjà. Et puis un gros travail sur le renouvellement de notre portefeuille. On commence à être ancien finalement sur le marché, avec une activité qui a commencé en 2017, et avec la croissance de notre activité, de notre portefeuille, on a aujourd'hui des belles opportunités de renouvellement de nos contrats, voilà. Et ce qui apporte aussi une certaine récurrence dans notre chiffre d'affaires, et on peut en voir les fruits aujourd'hui. Sur l'international, donc voilà, on a changé d'échelle, on n'est pas en millions d'euros, on est en milliers d'euros, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un net progrès, une forte amélioration du chiffre d'affaires sur le premier semestre. On est sur du x3 globalement par rapport à l'année dernière. Donc, la première bonne nouvelle vient de l'Espagne, puisque la partie espagnole a continué à progresser, mais a atteint un niveau d'équilibre financier. Enfin, voilà, on est à peu près à l'équilibre. On est à l'équilibre sur le premier semestre pour la première fois, puisque historiquement, c'était plutôt une activité qui nous amenait des pertes. Et l'autre bonne nouvelle, c'est le lancement de la filiale belge, donc, qui a eu lieu l'année dernière. Donc,
la filiale n'était pas présente sur le premier semestre 2024. Et aujourd'hui, c'est un bon driver de croissance pour nous, sachant qu'on a réussi à atteindre cette croissance sans forcément perdre beaucoup d'argent. Donc, on a eu des pertes sur le premier semestre qui sont à peu près de 100 000 € sur l'activité belge, qui est logique dans le lancement. Mais on croit beaucoup du coup aussi à la dynamique de croissance apportée par ces deux marchés en dehors du marché français. Si on s'intéresse justement au driver pour le coup de l'amélioration des chiffres en France, en tout cas de la croissance, donc le premier aspect, c'est le renouvellement. Donc aujourd'hui, si on considère le premier segment, le premier semestre 2025, on a 47% de notre chiffre d'affaires qui provient du renouvellement des contrats qu'on avait signés historiquement. Encore une fois, c'est très important pour nous. On l'avait expliqué, je l'avais expliqué lors du plan stratégique présenté en avril. L'idée, c'est vraiment de se dire que c'est un socle d'activité, le renouvellement qui nous permet de capitaliser sur notre activité passée et qui apporte une récurrence dans notre business très importante. Et ça reste du coup une opportunité clé pour nous sur le long terme, notamment pour atteindre nos objectifs 2028. Sur la segmentation, c'était une des problématiques, on va dire, de l'année 2024, avec une consommation moyenne d'un client qui avait fortement baissé. Et donc là, on a travaillé avec nos équipes pour essayer d'aller chercher ce que j'avais présenté aussi, des clients à plus forte valeur ajoutée. Et donc, on est passé d'une moyenne de 302 MWh par an en 2024 à 393 sur le premier semestre. Donc, c'est aussi une belle croissance qui a drivé l'évolution positive du chiffre d'affaires. Sur la partie, on va dire, commerciale, mais surtout coût, on avait aussi un objectif par rapport aux résultats de 2024 d'améliorer la rentabilité de notre activité, de revenir plus proche de ce qu'on avait fait sur 2023 et de se rapprocher notamment des objectifs 2028. Donc, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le nombre de courtiers, toujours le nombre de commerciaux qui vont nous permettre de développer le chiffre d'affaires. Donc là, on a connu une progression correcte sur le premier semestre. On a surtout consolidé les effectifs qui étaient arrivés sur l'année 2024, sachant qu'on avait connu une très belle croissance sur l'année 2024. Donc aujourd'hui, on a, à la fin du premier semestre, il y a 142 personnes, courtiers, 130 en France, 6 en Belgique et 6 en Espagne, qui s'occupent du coup de commercialiser nos offres auprès des clientèles professionnelles. Et par contre, donc, malgré cette croissance, on a réussi à réduire, on va dire, la part des effectifs staff. Donc, ce qui est vraiment important dans notre activité, c'est le ratio finalement entre le nombre des effectifs commerciaux et le nombre des effectifs staff. Et donc, on a fait beaucoup d'efforts sur le premier semestre pour essayer d'optimiser nos équipes, se recentrer sur les activités principales du groupe. Et on le voit sur le staff français, puisqu'on est passé de 66 personnes à la fin 24 à 49 personnes à la fin du premier semestre, ce qui nous a permis également, en effet, d'améliorer la rentabilité du groupe sur cette période. Puisqu'on est sur la rentabilité, on va s'intéresser au compte de résultats. Donc, globalement, on a une amélioration de tous les indicateurs si on compare S1 à S4. Donc, en effet, cette croissance du chiffre d'affaires, je l'ai déjà évoqué, avec la part internationale. Concernant les charges d'exploitation, on a une certaine logique avec une augmentation des achats consommés, puisque c'est principalement les commissions qu'on va reverser à nos agences. Ça augmente un petit peu moins vite que le chiffre d'affaires, puisqu'on a aussi fait un peu plus attention, ou en tout cas, on a mené une opération pour essayer aussi de réduire les coûts par rapport au S1 2024 et par rapport à l'année 2024. En termes de charges du personnel, on a aussi une belle baisse de 12%, qui s'explique par la baisse des ETP en staff en France. Et puis, voilà, donc résultat d'exploitation positif avec 1,5 million d'euros versus la perte du premier semestre de l'année dernière. Et ce que je vous disais en introduction, un résultat net proche du million d'euros sur cette période. En termes de bilan, pas non plus plutôt aussi des bonnes nouvelles, puisque finalement, on a réussi à redresser un peu les chiffres du groupe, continuer à croître et être rentable sans toucher à la trésorerie, puisqu'on conserve un niveau de trésorerie équivalent à celle qu'on avait à la fin de l'année dernière, avec 7,8 millions d'euros. Et donc, la dernière partie, donc là, c'était vraiment le focus sur les publications semestrielles. On a aussi, du coup, depuis le début de l'année, décidé de donner un peu plus d'informations au marché avec une publication du chiffre d'affaires trimestriel. Donc là, c'est la publication du 3e trimestre qui s'est achevé il y a quelques jours. Un trimestre
progression un peu moins importante par rapport au début de l'année, mais toujours en progression. C'est une période un peu compliquée pour notre activité, la période estivale, avec des aléas de disponibilité de nos clients, de disponibilité des courtiers. Donc, on est quand même satisfait puisque on a continué à croître, voilà, avec 4% d'augmentation. Et on sait que pour atteindre nos objectifs finaux qu'on avait rehaussés sur l'année 2025, voilà, une progression de 5% du chiffre d'affaires nous permettra d'atteindre cet objectif. Donc, on est confiant pour pouvoir atteindre les objectifs rehaussés en avril. Et du coup, c'était sur la partie chiffres, c'était le point. Et du coup, je vais passer la parole à Hugo qui va vous introduire les faits marquants du premier semestre. Merci Charlie. Alors, premier élément, c'est, je dirais, la continuité de notre digitalisation de notre métier avec deux actifs qui ont été un développé et un qui a été amélioré. C'est notre espace client. Donc ça, c'est un nouvel actif en fait qui est mis progressivement à disposition de nos clients et qui va leur permettre de suivre leur consommation en temps réel, d'avoir des alertes de prix, de gérer plus facilement leur contrat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, qui était attendu et qui en fait va nous permettre de travailler plus le cycle de vie du client, de développer des services additionnels et c'est quand même un outil important pour nous. Le deuxième, c'est un site web qui a été refondu, qui est maintenant plus performant, qui va nous permettre d'acquérir plus de trafic, de le convertir mieux et donc de générer plus de leads entrants pour nos agences. Et donc c'est aussi un asset qui va dans cette volonté de renforcer la présence digitale. Deuxième élément, c'est le revue, enfin, la consolidation de la gouvernance. Donc, au-delà de mon arrivée, on a aussi la chance d'avoir accueilli François Molly en tant qu'administrateur indépendant. Donc François, c'est quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience en banque d'affaires, en M&A, qui travaille aujourd'hui au sein du groupe Assurance April. Et c'est quelqu'un qui va donc nous accompagner dans la structuration de la démarche financière, mais aussi potentiellement dans des opérations de croissance externe, parce que c'est quelque chose qu'il connaît bien. Voilà, donc c'est une vraie valeur ajoutée pour nous. Et puis, troisième élément, on a une structure actionnariale qui se consolide, puisqu'on a racheté on a racheté les parts de la société Gadaka, qui était détenue par Guillaume Roux, et donc on a consolidé notre actionnariat. Donc, je dirais une gouvernance qui est maintenant stable et renforcée avec mon arrivée et évidemment celle de François. Enfin, on a engagé toute une démarche extra-financière. Donc, au-delà de tous les bons chiffres, on a aussi quand même des initiatives là-dessus, notamment la certification EcoVadis, qui on voit devient une norme, qui est un atout. C'est quelque chose qui a été lancé, dont on espère avoir une certification l'année prochaine. Et en fait, ça nous ancre comme un acteur référent. On va être visiblement, c'est une labellisation qui est quand même assez répandue. Au-delà des engagements RSE, c'est aussi, on le voit, des labels qui sont reconnus par notamment les banques dans le crédit, donc dans l'accord de crédit, dans la bonification des taux. Donc, ça aura un double intérêt pour nous. Évidemment, un critère RSE, et aussi, on le voit, maintenant, ça devient de plus en plus un levier financier. Voilà. Donc, on part de quelque chose qui était une démarche initiée en 2023 avec Iti Finance, et puis qui maintenant se devient plus prenante avec cette volonté d'être certifié EcoVadis. Alors tout ça, ça nous amène, ça renforce en fait la stratégie du groupe. Charlie l'a dit en introduction, hein. On voit que c'est une activité qui est en croissance et qui est rentable. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est, on l'a dit, hein, sur une trajectoire 2028, on est on track par rapport à la guidance qui a été donnée, de faire 40 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de résultats d'exploitation, tirés à la fois par la France, on va revenir après là-dessus, et par l'international. Donc, maintenant, on a une partie internationale qui est rentable, qui génère de la croissance et qui va être un levier pour l'atteinte de nos objectifs. Grâce aux résultats du S1 et à la confiance qu'on a sur le S2, on a rehaussé nos objectifs, hein, qui étaient initialement de 26 millions et qui maintenant sont de 28 millions. Le premier semestre est aussi contributeur en termes de règles. Donc, idem, on rehausse notre atterrissage et donc on passe de 1,5 million à 2 millions.
Et surtout, en fait, on est en train d'écrire un plan qu'on présentera plutôt en début d'année prochaine pour justement expliquer comment est-ce qu'on va sécuriser cette atteinte de chiffre d'affaires et de cible de rentabilité en 2028. Mais concrètement, ça va se baser sur, premier levier, la France, hein, évidemment. Là, on a recentré notre croissance sur la France avec 3 axes. Le premier, c'est plus de clients. Donc, on a une volonté d'atteindre, d'être à 15 000 clients. C'est continuer le recrutement de courtiers, hein. Évidemment, c'est l'essence du moteur, c'est-à-dire d'avoir plus de commerciaux. Donc, on en reparlera, adopter des stratégies un peu différentes aussi de recrutement, massifier cette capacité à attirer de nouveaux talents, à les garder, à les former. Parce qu'en fait, on le voit, hein, plus le nombre de courtiers confirmés augmente, plus le chiffre d'affaires suit. Donc, il y a une vraie corrélation entre nombre de courtiers, ancienneté et chiffre d'affaires. On a des actions pour accélérer la formation, mais concrètement, l'essence de notre activité, elle porte sur le maillage du territoire et sur le nombre de courtiers. Le deuxième, c'est la croissance du chiffre d'affaires par client. Vous l'avez vu, on a aujourd'hui une consommation moyenne par mégawattheure qui est repartie significativement à la hausse sur le premier semestre. Ça, c'est le fruit d'un travail de segmentation de notre base qui a été fait et qui, en fait, nous permet d'être plus rentable et d'aller chercher de plus gros clients. Donc, c'est plus de cibler des entreprises avec une consommation plus élevée. Et puis, on parlait aussi de cet espace client, c'est développer le taux d'attache. On vend des services, on a des packs d'accompagnement qui permettent aussi aux clients de travailler l'optimisation de leurs taxes, de travailler l'acheminement, d'aller vers des solutions de transition énergétique. Et ça, en fait, ce sont des leviers de fidélisation. En fait, on rentre souvent avec l'approche du courtage et puis on essaie de proposer des services additionnels qui, en fait, vont nous permettre de travailler la récurrence et la fidélité. On le voit, hein, d'ailleurs, hein, on voit que 47% de notre chiffre d'affaires est fait avec du renouvellement, c'est qu'on a quand même une base qui est fidèle, qui valorise le service de Mon Courtier Énergie et qui, le but, c'est qu'elle soit plus fidèle et qu'on augmente ce taux d'attache. Et c'est pour ça qu'on a misé et qu'on investit sur notre espace client. Le troisième, évidemment, pour un objectif de rentabilité, c'est la maîtrise des coûts. Tout d'abord, évidemment, ceux du siège. On l'a vu, la réduction des effectifs. Donc, on a une activité qui est bien plus importante que 2023 et pour autant avec un nombre de TP qui maintenant est inférieur à celui de 2023. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on va être particulièrement vigilant, c'est maintenir cette trajectoire de coûts à la fois sur le staff et sur les frais généraux. Et donc, la croissance visée en 2028 ne s'accompagnera pas par une croissance linéaire des effectifs, mais plus par un travail de productivité, par la digitalisation des processus. Hein. C'est tout l'intérêt d'avoir un site web plus performant, c'est d'ouvrir les portes de la digitalisation de notre activité. Donc ça, on y reviendra plutôt en début d'année prochaine lors de la présentation du plan. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir, je dirais, un segment haut de portefeuille qu'on va continuer d'adresser d'une manière traditionnelle, un réseau et des courtiers, tout en leur apportant plus de leads avec un site web et de digitaliser la partie des clients à plus faible consommation. Voilà, donc avant de repasser la main à Charlie, on a une trajectoire qui est maintenant confirmée et rehaussée sur 2025, pardon, et une ambition de 2028 qui est pour nous largement atteignable avec les leviers dont on vient de parler et qu'on redétaillera dans quelques mois. Et je repasse la main à Charlie. Donc en effet, on est, comme vous pouvez le voir, on est vraiment content de notre premier semestre. La situation était un peu moins agréable sur 2024 et on a pris les mesures qu'il fallait prendre. Aujourd'hui, la question, c'est de continuer cette trajectoire, de venir l'approfondir également, notamment avec l'arrivée d'Hugo, c'est aussi l'objectif. Avoir aussi quelqu'un qui ne vient pas de notre secteur d'activité, c'est important pour nous. Ça nous ouvre un peu les chakras depuis son arrivée. Et il y a quand même beaucoup de sujets autour de la digitalisation, de l'optimisation des process. Et c'est vrai que son parcours est très important pour ça. Pour finir, avant les questions qui arriveront sûrement, on faisait un petit point sur les prix de l'action et sur la part du flottant aujourd'hui. Donc, pardon, MCE, c'est bien une société qui est cotée sur Euronext Growth à Paris. La part du flottant aujourd'hui, c'est un peu plus de 20%. Le cours de bourse, alors, il a un peu augmenté entre-temps, mais il était à 5,45 € au 9 octobre. Et donc, ça fait une capitalisation boursière de 20 millions, donc qui est
en deçà de l'introduction en bourse et qui est à mettre aussi en exergue par rapport à la trésorerie. Donc, on a une capitalisation de 20 millions avec une trésor proche des 8 millions. Donc, on espère et on compte sur vous pour venir améliorer le prix de l'action. Encore une fois, on a repris la dynamique initiale et aujourd'hui, les objectifs qu'on s'est fixés, on est vraiment sur la bonne trajectoire et on n'est pas vraiment inquiet pour les atteindre et même potentiellement les dépasser. Donc, avant de repasser la main à Mathilde, je pense qu'il va nous poser les quelques questions que vous pouvez nous poser à partir de l'onglet de questions que vous retrouverez sur la plateforme. Et merci beaucoup, Charlie. Merci, Hugo, pour cette présentation. C'était très clair et très intéressant. En effet, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran par écrit. Et nous avons d'ores et déjà des premières questions. Alors, la première s'adresse plutôt à Hugo. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un petit peu sur votre intégration au sein du groupe Mon Courtier Énergie? Merci, Mathilde. Donc, une intégration, je dirais, qui est très positive. Moi, je l'ai dit, j'ai été très agréablement la qualité des systèmes d'information, avec notamment un CRM, même s'il se base sur une technologie Salesforce qui a été vraiment customisée pour le besoin de nos courtiers, et je trouve qu'il est très, très avancé. Venant d'une boîte de près de 2000 salariés qui faisait 3,5 milliards, on avait un ERP qui n'était pas forcément à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a des outils qui sont très performants et qui, en fait, sont un socle technique sur lequel on va pouvoir accélérer. Je vous parlais de digitalisation. Effectivement, digitaliser avec derrière un CRM qui est performant et qui permet à un courtier de très rapidement générer une proposition pour un client, c'est un vrai asset. Donc, je dirais que moi, mon intégration, au-delà du fait qu'elle se passe très bien, dans les premières rapports d'étonnement, il est là-dessus quelque chose qui est très positif. Le deuxième, c'est ce réseau, en fait, qui est quand même une vraie force. Quand on regarde un peu nos concurrents, il n'y a pas de modèle comme celui de Mon Courtier Énergie. Avoir à la fois une visée nationale et un ancrage local, c'est unique sur le marché. Et donc, je dirais que ça aussi, forcément, ça facilite une intégration parce qu'en fait, vous rentrez en contact de partenaires locaux qui vous expliquent leur vision du business et qui, pour autant, sont alignés avec les valeurs d'un siège. Donc, moi, c'est quelques semaines qui sont intenses, mais assez productives et qui, en fait, permettent aussi de tracer une trajectoire jusqu'en 2028 qui est assez, je ne dirais pas assez simple à écrire, mais en tout cas, c'est une entreprise qui est lisible, qui a, je le répète, un stack technique qui est solide et qui est fort, et sur lequel on peut bâtir. Donc, il y a des vraies forces sur lesquelles bâtir, des opportunités. On a parlé de l'international. Et donc, je dirais que c'est une intégration qui est, pour moi, rapide et efficace. Merci, merci Hugo. Alors, nous avons plusieurs questions de la part d'un même participant. Comment voyez-vous l'impact de la baisse des prix de l'énergie de gros sur votre activité? Arrivez-vous aussi à intermédier des corporate PPA à vos clients B2B? Et enfin, quelle est la demande actuelle de ce type de produit? J'y vais? Je t'en prie. OK. Donc, dans notre business model, la baisse des prix de l'énergie, il n'y a pas forcément d'impact. Nous, c'est ce qu'on explique depuis le début de l'IPO, enfin, au moment de l'IPO, c'est qu'on a vraiment, notre objectif, c'est d'accompagner les clients sur la réduction des coûts, quelle que soit l'évolution des prix du marché. Et finalement, les prix du marché du gros ont baissé, mais restent quand même à des niveaux assez élevés. Et nos clients sont encore très, très sensibles sur le sujet. Il y en a quand même pas mal qui ont vécu des très mauvais moments pendant la crise énergétique. Et voilà. Et donc, il n'y a pas d'impact sur le niveau de marge. Il pourrait y avoir un impact sur le niveau d'intérêt sur le sujet pour nos clients. Mais vu ce qui s'est passé ces dernières années, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'énergie, on a quand même plus souvent l'écoute de nos clients qui commençait en 2017. Il y a une sensibilité au sujet qui est très importante. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que le métier de courtier s'est développé en France. On n'a pas du tout la même intensité concurrentielle maintenant qu'il y a 7-8 ans non plus. Alors, il y a encore beaucoup de clients à conquérir. Mais voilà, pour nous, il n'y a pas d'impact. Pas d'impact de la baisse des prix, sachant qu'ils ont ils restent quand même à des prix qui sont encore plus hauts qu'avant la crise. Sur la partie PPA, un sujet intéressant qu'on essaye d'adresser avec notre cible de clients aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment la cible de clients qu'on accompagne qui va
prendre ce type de décision. On est quand même plutôt sur les PPA en France, en tout cas, sur des sujets de plus gros consommateurs. On a des projets de travailler sur le PPA diffus. Pour le coup, c'est vrai que la baisse des prix du marché a rendu les produits un peu moins attractifs, là où on arrivait en tout cas à avoir l'intérêt et l'écoute des clients sur ces sujets-là avec la baisse des prix, avec un prix du marché autour de 60 € du mégawattheure. C'est peut-être un peu moins pertinent, en tout cas économiquement. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas un sujet qu'on travaille. Enfin, c'est pas un sujet qu'on travaille. C'est pas un sujet qu'on exploite. On le travaille, on essaye de trouver des solutions, mais c'est pas quelque chose qu'on commercialise. Mathilde? Oui, merci beaucoup, Charlie. Alors, prochaine question, est-ce que vous pouvez indiquer l'impact de l'évolution de l'Arenh sur la conquête commerciale? Pareil, je vais m'en occuper sur les sujets techniques. Pour l'instant, l'impact de l'évolution de l'Arenh. Donc, en effet, aujourd'hui, à la fin de l'année, va disparaître l'Arenh, en tout cas normalement. Même chose, finalement, nous, on a vraiment notre rôle d'intermédiation entre les fournisseurs et le consommateur. Notre objectif, c'est d'expliquer à nos clients, qui sont les consommateurs d'énergie, le cadre réglementaire dans lequel ils évoluent, d'essayer de faciliter pour eux la compréhension, de les aider à prendre les meilleures décisions. C'est un peu délicat aujourd'hui puisque finalement, on n'a pas forcément la suite de l'Arenh. Le cadre réglementaire évolue encore. On a un contexte en plus politique qui… Déjà, la réglementation énergétique a tendance à être arrivée à être un peu lente, mais vu le contexte, c'est encore un peu plus spécifique. Mais finalement, nous, voilà, notre métier, c'est vraiment d'aiguiller les clients en essayant de leur dire, aujourd'hui, vu le contexte, vu votre problématique, vu votre budget, vu vos attentes, une des meilleures solutions, ça peut être ça. En tout cas, on a celle-ci et nous, on vous conseille d'aller plutôt vers celle-ci. Et donc, l'Arenh, voilà, finalement, pas forcément d'impact. Heureusement, les prix du marché ont bien baissé, donc ça permet à nos clients de maintenir des budgets à peu près équivalents à ce qu'ils avaient pu avoir en incluant l'Arenh ces dernières années. Donc voilà, pas de sujet, si ce n'est qu'on est, comme tout le monde, un peu en attente du post-Arenh et de la réglementation, et donc on essaye de guider nos clients du mieux dans ce contexte-là, avec quand même une propension des clients aujourd'hui à pas prendre trop de risques sur la partie budget énergétique. On a vraiment une tendance quand même générale à vouloir se couvrir sur du long terme, notamment dans un moment d'insécurité. Donc, si on voit une tendance post-Arenh, c'est plutôt celle-ci. Merci beaucoup, Charlie, pour cette réponse. Prochaine question, est-ce que l'amélioration de votre résultat signifie une reprise des dividendes? Alors, ce n'est pas décidé, forcément. On va attendre d'arriver à la fin de l'année. Pour répondre, on a historiquement eu cette culture de versement de dividendes. Donc, si on se fie à l'historique de la société, on l'a toujours fait quand il y avait la possibilité. En effet, sur 2024, on n'a pas pu le faire puisqu'on n'a pas généré on n'avait pas un résultat net positif. Donc, dans ce cadre-là, c'est plus compliqué. Et donc, si la trajectoire se poursuit, on prendra la décision qu'on doit prendre. Mais normalement, dans la philosophie de la distribution de dividendes, à partir du moment où on fait des résultats, fait partie de la ligne du groupe. Donc, pas forcément de raison que ça change. D'accord, merci Charlie. Alors, qu'est-ce qui empêcherait l'atteinte des objectifs 2028 qui ont été présentés, par exemple des difficultés propres à l'entreprise ou propres à votre environnement? Bonne question. Je pense qu'effectivement, Charlie le disait, c'est un marché, c'est un métier qui est réglementé. Donc forcément, la réglementation est toujours un point de vigilance. Après, force est de constater qu'elle joue plutôt en notre faveur, en fait, quand on parle notamment de transition énergétique, de garantie d'origine, de décret tertiaire. Tout ça, ce sont des choses qui, en fait, vont faciliter la progression de l'activité, le développement, parce que j'en parlais du taux d'attache, de vente de services, de développement de la transition énergétique. Donc, on reste une activité avec un besoin primaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat sur le fait que tout le monde a besoin d'énergie. Donc le besoin existe. Quand on regarde les trends de consommation, finalement, au niveau macroéconomique, on anticipe plutôt une hausse de la consommation d'électricité en France à horizon 2030, parce qu'on en parle beaucoup d'électrification de tous les modes de consommation, une baisse de la consommation de gaz, mais qui finalement, vu les prix du gaz, fait que ça ne baisse pas autant que prévu. Donc, on est sur une demande qui reste flat. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que c'est un marché qui n'est pas en décroissance. Le deuxième, c'est qu'effectivement, je le redis, une réglementation qui est un risque, mais qui, en fait, pour l'instant, joue plutôt en notre faveur.
Et en termes de stratégie d'entreprise, vous l'avez vu, hein, le modèle normativement génère de la croissance et de la rentabilité parce que c'est une activité à marge. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de coûts fixes élevés. Donc on a à la fois une activité sur un marché porteur et nous, avec la maîtrise des coûts là maintenant qui est, je pense, bien intégrée, notamment de la part du siège et la digitalisation, on va pouvoir adresser et faire croître notre base de clients. Donc on a tout le travail de segmentation qui a été mené, il a porté sur un travail de rehausser les volumes et de par là améliorer la rentabilité, maîtrise des coûts. Et en fait, la deuxième lame maintenant, ça va être automatisation des process. Donc ça, c'est plus, je dirais, de l'interne, mais aussi digitalisation avec le site web, avec l'espace client, afin de faire croître la base client. Donc à ce stade, il n'y a pas je dirais, de nuages qui pèsent sur l'activité. Et même pour le moment, la réglementation, c'est quelque chose dont on a plutôt tourné en notre faveur. Sachant que je rajouterai un petit point quand même, c'est qu'en effet, on a repris la croissance, mais si on regarde le taux de pénétration du courtage en énergie, donc ça a progressé aussi depuis 2022, mais aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près à 10% des consommateurs ciblés qui travaillent avec des courtiers au maximum, plutôt même entre 8 et 10, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup d'opportunités avec beaucoup de clients qui aussi sont encore chez les fournisseurs historiques, qui n'ont pas forcément encore sauté le pas. Donc, on le voit, hein, il y a le niveau de notoriété de notre métier, le niveau d'écoute sur les sujets énergétiques a progressé, mais il y a encore beaucoup d'opportunités en France, à l'étranger aussi, mais même sur notre marché. On n'est pas forcément, encore une fois, inquiet sur l'atteinte des objectifs, étant donné les taux de croissance qu'on a prévus, sachant qu'on a aussi bien appris de nos premières guidance IPO, et l'objectif, c'était, lorsque je vous ai présenté le plan 2028, d'avoir un plan qui soit atteignable et sur lequel les investisseurs peuvent être confiants sur notre capacité à le faire. Et je pense que sur le premier semestre, on a montré qu'on avait toutes les armes, en tout cas, pour le faire et idéalement faire mieux. Merci Hugo et merci Charlie pour ces éléments de réponse. Alors toujours justement dans vos objectifs, vous visez la rentabilité à l'international l'année prochaine, en 2026. Quels sont aujourd'hui les éléments de confiance justement pour l'atteinte de cet objectif? Le premier, c'est la compréhension des modèles. En fait, si on voit maintenant le modèle espagnol, sans dévoiler toutes les ficelles du métier, en fait, on a aussi expérimenté plusieurs façons, je dirais, de commercialiser l'activité. Aujourd'hui, on a une force de vente directe et indirecte, et on a compris comment fonctionnait le marché. Donc, on a maintenant un maillage du territoire qui est beaucoup plus large, avec un poids des charges fixes et de la masse salariale qui est plus bas, notamment en ayant recours à la force de vente indirecte. Donc, maintenant, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est plus facile d'accélérer. Donc là, sur la partie espagnole, je laisserai Charlie répondre sur la partie belge. Sur la partie espagnole, il y a une compréhension du marché qui est pour le coup très fragmentée en Espagne. Il y a énormément une multiplicité d'acteurs. Mais ça veut aussi dire que on a développé maintenant une force de vente, notamment avec de la force de vente indirecte, qui nous permet d'adresser plus de clients. Donc c'est toujours cette logique, maillage du territoire, nom de commerciaux. Il fallait juste trouver la bonne méthode pour le faire. Et donc là, le S1 le prouve, on est break-even sur l'Espagne, en croissance. Donc je dirais, une fois qu'on a trouvé la maraude, il suffit juste d'accélérer. Et donc, ouais, sur la Belgique, l'activité est un peu plus récente, hein. On a un peu plus d'un an, on va dire, même un peu plus d'un an d'activité. C'est un pays qui est plus petit, forcément, avec des spécificités régionales fortes, mais sur un pays plus petit. On a pour le coup un modèle qui est vraiment force de vente directe. Donc, c'est nos propres courtiers employés qui vont commercialiser nos produits. Et on a une équipe qui est très mature, qui connaît bien le marché, qui travaille sur le marché depuis plusieurs années. Donc, on est assez sécure. Et pour l'instant, sur le lancement, ils ont vraiment réalisé ce qu'on avait prévu, avec une équipe du coup francophone et une équipe néerlandophone sur la partie flamande. Donc voilà, peut-être un peu moins de perspectives de croissance par rapport au potentiel du marché, mais en tout cas, on a un business model qui est fiable et prouvé, que moi je connaissais bien puisque j'avais travaillé en Belgique avant de créer la société, avec un DG de confiance aussi, dans les deux cas d'ailleurs, mais quelqu'un d'expérimenté sur le marché, donc on est assez serein sur la Belgique. Et voilà, donc on a eu un premier semestre aussi en termes de chiffre d'affaires qui était plutôt bon sur la Belgique.
On a un petit peu de pertes, mais c'est la phase de lancement, donc c'est logique. Et, voilà. Et on a des niveaux d'activité qui finalement, en termes de chiffre d'affaires, sont assez proches. Donc, on fait des petits combats entre les Espagnols et les Belges. Donc, c'est assez intéressant. On est encore loin des résultats français, certes, mais ça va dans le bon sens en tout cas. Super, merci beaucoup. Alors, on nous pose la question un petit peu sur l'IA. Est-ce que vous travaillez avec des solutions IA, notamment pour le pricing ou le suivi des contrats? C'est des choses qu'on regarde. C'est des choses qu'on va regarder même très proche. En fait, on a, je dirais, deux use cases sur lesquels l'IA peut nous aider. Le premier, c'est la complétude en fait, des contrats. Parce qu'actuellement, quand on signe un contrat, il y a tout un ensemble de pièces à saisir par le client avec plus ou moins de niveau de détail selon les fournisseurs. Donc, quand vous travaillez, enfin, N fournisseurs égale N nombre de contrats. Donc, il y a des vrais enjeux à utiliser de l'IA avec des acteurs de référents. Donc là, on a commencé des rencontres qui vont en fait nous permettre de gagner en productivité. Et ça, c'est des outils, je le disais, hein, le but, c'est donc vous le voyez, de passer à 40 millions en 2028. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut une augmentation significative des flux, mais ça ne doit pas se traduire par une augmentation de la masse salariale forcément de manière linéaire. Donc ça, c'est des outils en IA sur la partie je dirais ADV et services clients qui vont nous permettre d'aller plus vite, ou en tout cas d'être bon du premier coup sur la vérification et la complétude des contrats. Et après, sur le pricing, il y a enfin, c'est un petit peu différent sur le pricing. L'important sur le pricing, c'est d'avoir une réponse instantanée de la part des fournisseurs. Donc, c'est tous les systèmes d'API qui, en fait, nous permettent d'envoyer des demandes de cotation aux fournisseurs qui nous le renvoient pratiquement en instantané. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé et sur lequel on travaille en collaboration avec les fournisseurs. La majeure partie maintenant de nos fournisseurs sont APIsés avec notre CRM Salesforce. Maintenant, l'IA vient aussi et va aussi venir aider les quelques sur lesquels c'est plus compliqué pour aider le pricer à saisir la donnée, à l'extraire, à la traiter, afin, encore une fois, d'être plus productif, minimiser le risque d'erreur et pouvoir permettre de traiter plus de flux. Donc, c'est des solutions qu'on regarde. Et après, le troisième use case, il est un peu plus à destination de nos courtiers. En fait, on le disait, on vous l'a dit avec Charlie, maillage du territoire, augmentation de la force de vente. Et pour qu'on ait une force de vente qui soit meilleure et qui arrive à nos objectifs le plus rapidement possible, c'est comment est-ce qu'on travaille un peu la formation et qu'on travaille ces systèmes de réponse. Donc, on est en train de regarder des initiatives de chatbot pour répondre aux demandes de nos courtiers et qu'ils aient un assistant virtuel qui les permette de les aiguiller sur quel fournisseur, pour quel usage, qui est souvent une des contraintes principales, puisqu'en fait, encore une fois, N fournisseurs, ils ont tous leur petite spécificité. Et donc, grâce à de l'IA, on peut structurer une approche pour nos courtiers. Donc voilà, donc c'est à la fois sur l'automatisation, à la fois sur de la productivité et la montée en compétences et, je dirais, la formation de nos courtiers. Merci Hugo, c'était très intéressant. Alors, nous avons une dernière question, donc je rappelle juste à nos participants s'ils souhaitent poser peut-être une dernière question avant de clôturer ce webinaire, qu'ils n'hésitent pas à l'écrire dans la session questions en bas à droite de leur écran. La dernière question, c'est plus une question marché, environnement concurrentiel. Donc, comment évolue la concurrence sur le marché du courtage B2B énergie en France et quelle serait votre part de marché actuelle? Je vais répondre avec Hugo. En plus, on a participé à la grande messe du gaz et de l'électricité en France, où il y a un salon sur Paris lundi et mardi. Donc, on a rencontré pas mal de fournisseurs, pas mal de nos concurrents. Donc, en effet, sur la partie courtage, on voit quand même l'émergence de pas mal d'acteurs. En tout cas, moi, depuis 2017, j'ai vu pas mal d'acteurs qui sont entrés sur le marché. Aujourd'hui, on reste, en termes de chiffre d'affaires, du moins officiellement, avec ceux qui publient le deuxième acteur en France. Donc, on a quand même plutôt bien évolué. Il y a l'émergence de beaucoup de petits acteurs. Peut-être d'ailleurs une opportunité pour nous de consolidation du marché. On a vu déjà la consolidation du marché avec un acteur extérieur, en tout cas au courtage, qui est venu faire des acquisitions ou des prises de participation dans 2-3 petits courtiers pour essayer de consolider cette activité-là. Donc, on sent que la dynamique de croissance est là. On voit beaucoup d'acteurs émerger.
on voit une première dynamique de consolidation, en effet, en France. Voilà. Et côté… mais pour autant, on va dire, on a toujours ce retour terrain aussi qui est important de nos courtiers qui disent que finalement, il y a beaucoup de communication sur LinkedIn, on voit beaucoup de gens sur les salons, mais finalement, sur le terrain, qui est notre force, c'est-à-dire auprès des entreprises, localement, ils sont très, très peu mis en concurrence par les courtiers, enfin entre courtiers. Et le sujet, c'est vraiment de trouver l'oreille attentive d'un consommateur pour lui expliquer notre métier. Et généralement, quand on a l'oreille attentive et qu'on est sur le bon timing, ça se passe plutôt bien. Et finalement, voilà, le marché est très, très large et beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer. Et cette présence locale nous donne un vrai gage de différenciation par rapport à une plateforme téléphonique qui pourrait être située n'importe où en France d'ailleurs, mais qui n'apporte pas le même gage de sérieux ou de qualité, de proximité par rapport à ce que les autres acteurs peuvent proposer. Donc, globalement, plus d'acteurs, des parts de marché qui grandissent pour les courtiers d'une manière générale, une part d'MCE qui grandit au sein des courtiers, et puis voilà, peut-être à surveiller, et c'est aussi un des sujets sur lesquels on travaille avec Hugo, de consolidation du marché, à voir comment on peut les intégrer dans notre modèle un peu spécifique. Mais voilà, donc voilà les sujets. Les courtiers grandissent, mais on cohabite bien pour l'instant. Très bien, merci Charlie pour ces précisions. Alors, nous n'avons plus de questions de la part des participants, donc je vous laisse conclure ce webinaire. Sur les conclusions ? Allez, merci Mathilde, merci à tous. Écoutez, c'était une première très, très, très enrichissante pour moi. Comme je vous le disais, on se revoit dans quelques mois pour une présentation un peu de nos ambitions 2026 et la trajectoire qui sera la nôtre de 2026 à 2028. Voilà, donc je pense que le message, il est clair. On est on track, on a fait un bon premier semestre. On voit une année, on a rehaussé notre atterrissage sur 2026 avec un S2 qui va être conforme à nos attentes. Et en tout cas, on a une vision claire maintenant de comment y arriver. Et ça, c'est ce qu'on vous présentera avec effectivement toujours cette attente et l'attention qui est portée à des opportunités de croissance externe. Du coup, a priori, le prochain rendez-vous sera du coup au tout début de l'année pour les résultats 2025. Pas consolidés, mais les résultats du chiffre d'affaires. Et puis, en effet, on profitera de l'occasion pour donner un peu de perspective sur comment atteindre ces fameux 40 millions et 4 millions de résultats d'exploitation. Voilà. Donc, merci à tout le monde pour la participation. Merci pour la question. Merci Mathilde pour l'aide. Avec plaisir. Merci à vous, messieurs. C'était très intéressant. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.